Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 14 janvier de l'année 2018, mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous savoir nombreux sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Merci de nous consacrer 90 minutes de votre précieux temps pour suivre Carte sur table, votre émission socio-politique hebdomadaire. Investi le 15 juin 2015 comme président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Houmbédi a promis œuvrer pendant les 4 années de la mandature à améliorer l'image du Parlement béninois. Il s'est surtout réjoui du nouveau rapport de force qui s'est établi au niveau des institutions de la République. Un président fier d'incarner le rétablissement de l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement et le gouvernement. Seulement voilà, 30 mois après, des voix se font de plus en plus audibles pour reprocher au président de l'Assemblée nationale d'abord une double casquette à la tête de l'institution parlementaire, ce qui, d'après une certaine opinion, relativise son indépendance d'esprit dans une institution réputée hétéroclite au terme, bien sûr, en termes de sensibilité politique. La minorité parlementaire pense que Maître Adrien Houmbédi ne joue pas franc jeu pour autant qu'il se comporte comme un cadre de la majorité en affichant clairement son obédience politique dans la conduite des débats, son assignation en justice par un citoyen, son altercation avec le député Guy Mitokper, ses prises de position dans le dossier Koslepi, le retrait du droit de grève des agents de la santé et de la justice, le contrôle de l'action gouvernementale, seront passés au pays fin par l'invité de ce numéro de 4 sur table. Il s'agit bien sûr de M. Arimaou Chouare, il est conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 minutes. Mesdames et messieurs, aux alentours de 10h06 l'antenne sera à vous pour quelques préoccupations à l'endroit de l'invité. Les numéros, c'est le 65 0024 24, le 61 53 90 53. Vous êtes sur Aussi FM émettant de Cotonou. Vous êtes également sur Urban FM de Parakou en synchronisation depuis Parakou. Également, vous êtes sur la télévision web, la télévision de Océan, du groupe de presse matinale. Vous avez fait les meilleurs choix et bienvenue à vous tous. Monsieur Arim Chouari, bonjour. Oui, bonjour Hospice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, je l'avais dit tantôt au sommaire, vous êtes donc le conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. La première question, comment se porte aujourd'hui le Parlement béninois, la 7e législature sous Maître Adrien Houmbédi? Écoutez, comme tous les parlements, c'est le creuset, c'est la tribune pour l'expression de tous les courants politiques du pays. Et donc, il y a des moments où on a l'impression que ça chauffe un peu. Il y a des moments où c'est... le Parlement, c'est... Voilà, je ne sais pas très bien comment... si ça se porte bien, ou ça c'est au Béninois d'apprécier. Parce que chacun a un représentant. Tous les Béninois ont voté pour quelqu'un qui siège actuellement au Parlement. Et donc, tout le monde va se retrouver dedans, que ce soit de la minorité, de la mouvance, voilà. Alors, quand on prend les propos du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Éric Ronleté, qui a profité de la cérémonie de présentation de vœux pour dire au président Adrien Houmbédi, je cite, l'espoir que notre mandature a suscité au début est en train de s'essouffler. Fin de citation. N'est-ce pas une manière pour rappeler à Maître Houmbédi de son devoir de modérer le débat en toute impartialité dans cette institution de grand pouvoir, qu'on l'a aussi bien dit, temple de la démocratie. Et non, vous savez, le Parlement béninois, c'est le lieu où on peut tout se dire. Si je dois me baser sur un indicateur, c'est par rapport aux différents rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale. Depuis 2015, ça a discontinué jusqu'en octobre dernier. Ces rapports d'activité ont été votés à l'unanimité de tous les députés, majorité comme minorité. Alors donc, maintenant, quelques petites phrases, nous sommes dans le monde politique. Les acteurs politiques savent très bien de quoi ils parlent. Quand le vice-président s'adresse à son président, il sait très bien. Vous savez, ils ont plusieurs instants dans lesquels tous les deux siègent. Ils se voient plusieurs fois dans la semaine. Et la plénière, la cérémonie des vœux, vous savez, en réponse, le président aussi a eu quelques petites phrases. Donc,
voilà, on ne peut pas s'empêcher de faire ces genres d'échanges, de bons procédés, si vous voulez, dans une assemblée parlementaire. Hein, donc, oui. Et oui, il n'y a pas encore, il n'y a pas matière encore à dire que voilà, le vice-président n'est pas sur la même longueur d'onde. N'oubliez pas que tous les deux font partie du bloc de la majorité présidentielle. Voilà. Ah oui, justement, mais quand vous parlez bien sûr du bloc de la majorité présidentielle, il y a quand même la minorité parlementaire qui pense que le président de l'Assemblée nationale ne joue pas franc jeu donc au sein de l'hémicycle. Alors dites-nous, est-ce vrai que l'atmosphère de travail devient de plus en plus tendue ces derniers jours au sein de l'hémicycle à Porto-Novo? Non, là vous êtes sur un terrain purement politique. Et par rapport à ça, c'est évident que les intérêts ne convergent pas. Et sur ça, bon, en fait, moi je n'ai pas les outils pour vous donner un éclairage sur ce qui peut se passer entre une minorité et une majorité. Mais ce que je sais sur la gouvernance du Parlement en général, je vais me répéter, jusqu'au dernier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale qui est intervenu il y a 1 mois et demi à peine, tout le monde était d'accord que bon, ça se passe plus ou moins bien. Hein? Maintenant, comme vous dites, il y a des questions subjectives qui viennent sur le tapis, il y a des débats où parfois c'est assez heurté, mais je vous dis qu'en fond, il y a beaucoup de concertations, où ça se parle beaucoup, et donc il n'y a pas encore matière à vraiment s'inquiéter. Hein? Donc ça fonctionne comme un parlement assez vivant, assez dynamique, et oui, les positions ne sont presque jamais figées en politique. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas venu ici pour vous parler des dessous politiques de l'Assemblée nationale. Vous les connaissez peut-être mieux que moi. Peut-être que nous sommes à quelques mois des élections législatives. Ça a commencé déjà par les coups. Et lui aussi, il en donne quand même. Vous savez, au niveau de la classe politique, les coups, ça se donne à tout moment. Hein, en pleine campagne, hors campagne, en 2 élections. Oui. Mais ça se corse quand on est à quelques mois seulement, c'est tout à fait normal. Enfin, quelques mois, ça fait quand même une bonne année. Hein, on a le temps de voir beaucoup de choses se passer. Donc, les positions ne peuvent pas être figées indéfiniment. Oui, il arrive que sur un sujet bien déterminé, oui, il y a des positions qui s'entrechoquent, mais bon, enfin, on n'est pas encore dans une grave crise. Hein. Il n'y a pas de crise à l'Assemblée nationale. Non, il y a l'Assemblée nationale avec la minorité. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas assez net. N'oubliez pas que en mai 2015, le président Oumbédia a été élu par 42 voix contre 41. Donc là, les clans étaient beaucoup plus marqués et tout le monde a suivi les conditions dans lesquelles cette élection s'est proposée. Et pourtant, aujourd'hui, on en est à 60, 23 ou quelque chose de ce genre-là. Ça veut dire que, bon, les positions... Et à un moment donné, on était même allé à l'unanimité, même pour soutenir les actions du chef de l'État. Et donc, oui, les positions ne sont presque jamais figées dans un Parlement comme le nôtre. Il y a dit 30 mois en arrière, c'est plus précisément le 15 juin 2015, vous l'avez si bien dit, Maître Adrien Ngwedji donc a pourtant séduit par son discours d'investiture, un président fier d'incarner le rétablissement de l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement et le gouvernement. Alors, parlez-nous de la méthode Ngwedji alors, dont on parle depuis 2015. Bon, enfin, oui, c'est parti de 42-41. Oui, puis après, c'est venu à l'unanimité. Et puis après, le 4 avril, le vote ou le rejet du projet de révision de la Constitution, il s'est constitué une minorité. Et bon, depuis lors, on a eu l'impression qu'on se fait moins de cadeaux. Néanmoins, je vais me répéter encore une fois, en octobre, il y a 1 mois et demi, il y a eu unanimité autour du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire qu'il y a une dynamique. C'est le président Ngwedji qui a eu la formule de majorité à géométrie variable depuis la première législature. Et depuis lors, ça n'a pas changé, d'autant plus que le système est resté le même. Ce sont les mêmes lois qu'on applique, le même système. Je ne dirais pas les mêmes personnes, mais à quelques variantes près, beaucoup d'acteurs de la première législature sont encore là. Donc, c'est pour vous dire que, bon, méthode Ngwedji, je ne sais pas, il faut demander aux députés qui l'ont porté à 3, enfin, je ne dirais pas. Quand on parle de la dictature du développement. Oh là là. Vous avez beau être président de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas faire de la dictature, ce n'est pas possible. Vous avez vu sous Nago,
était membre de la majorité présidentielle, et pourtant il y a une initiative de traduction du chef de l'État devant la haute cour de justice. Et tenez-vous bien, il y a eu une majorité, mais pas la majorité qu'il fallait pour déclencher l'opération. Sinon, il y a eu quand même une bonne cinquantaine de signatures sur 83 députés pour traduire le chef de l'État devant la haute cour de justice de l'affaire ICC, service. Donc, c'est pas... Vous avez beau être président de l'Assemblée, et il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de tentatives. Revenons à cette histoire de suppression de droit de grève pour les magistrats. Nago était président de l'Assemblée nationale, membre de la majorité présidentielle, et pourtant, le projet n'a même pas pu venir en plénière. Ça a été déjà bloqué au niveau de la commission des lois. Oui, donc vous avez, surtout dans un pays comme le Bénin, vous avez beau être président de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas exercer de dictature, c'est pas possible. Oui, c'est pas qu'on reproche également à Maître Humbedji d'abord quand même une double casquette à ceux qui, d'après une certaine opinion parlementaire, relativisent son indépendance d'esprit dans une institution réputée comme hétéroclite en termes de sensibilité politique. Pourquoi président de l'Assemblée nationale, une institution normalement de contre-pouvoir, mais qui s'aligne derrière le gouvernement, est-ce que c'est pas une caisse de résonance désormais? Bon, tous les présidents d'Assemblée nationale au Bénin ont toujours double casquette, c'est-à-dire qu'ils ont été élus sur liste. Donc ils sont membres d'un parti politique qui est soit de la majorité, soit de l'opposition. Oui. Avant maintenant d'être élu par les députés, président de l'Assemblée nationale, donc la double casquette, elle est presque naturelle. Donc dit que le président Humbedji fait partie du bloc de la majorité présidentielle, je ne dirais pas que c'est de rien dit, mais il ne peut pas, c'est un acteur politique. C'est pas un handicap pour les dossiers à l'Assemblée nationale. Et dans les débats, vous avez vu, ça vient régulièrement que c'est pas, quand il monte sur le perchoir, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais en tant qu'individu, il est membre d'un parti politique, il est même président de son parti politique qui a décidé de soutenir les actions du gouvernement. Ça, on ne peut pas le lui interdire, c'est pas possible. Si c'est cela qu'on appelle double casquette, écoutez, tous les présidents d'Assemblée du Bénin ont assumé ça. Il se trouve même que tous ses prédécesseurs et successeurs sont aujourd'hui membres de cette majorité présidentielle. Donc, son appartenance au bloc ne devait pas être un problème. Oui. Alors, l'Assemblée nationale devrait procéder, vous le savez mieux que moi, M. Harim Choubalé, le conseil technique à la communication du Maître Adrien Humbedji. L'Assemblée nationale devrait donc procéder depuis le 21 décembre dernier à la désignation de ses représentants au sein de COSCELEPI. Et alors, pourquoi la désignation n'est pas faite malgré l'injonction de la Cour constitutionnelle? Non, la Cour constitutionnelle a fait une injonction à l'Assemblée nationale. Et non une injonction au président de l'Assemblée nationale. La nuance vaut son pesant d'or. Si la Cour fait une injonction à l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est l'institution régie par des tests. Donc c'est pas le président qui vient pour dire bon, la Cour me dit de lui envoyer des noms, et donc je prends mon stylo, je lui envoie les noms. Ça passe comme ça. Alors donc, naturellement, si la Cour donne injonction à l'institution, c'est l'institution avec son fonctionnement, son mécanisme qui va s'exécuter, ce qui est en train d'être fait. Si vous suivez très bien les débats parlementaires, le débat, la décision de la Cour a été lue en plénière, parce qu'avant même qu'on déclenche une action au niveau du Parlement, il faut forcément l'affecter à une commission, comme le veut le règlement intérieur. Et donc ce qui a été fait, et la commission n'a pas encore déposé son rapport. Donc l'injonction n'a pas dit au président de l'Assemblée nationale en 48 heures, parce qu'en fait, ce que vous avez dit, quand la Cour veut donner des injonctions assez précises, elle fait. Vous vous souvenez, pour je crois la 4e législature, pour l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, la présidente Rosine Vira-Sogo, après l'élection du président, a fait suspendre la séance et a refusé de continuer les élections tant qu'elle ne serait pas sûre que quelqu'un de son camp, c'est-à-dire la minorité de l'époque, figurerait au sein du bureau. La Cour a donné une injonction pour dire, écoutez, si elle ne vient pas, parce qu'il y a eu plusieurs rendez-vous manqués, si elle ne vient pas, les députés présidents n'ont qu'à désigner un président de séance pour continuer les élections. Ça, c'est une injonction assez claire. C'est-à-dire que vous mettez en parenthèse le règlement intérieur et vous faites comme j'ai dit. Ça, c'est ce qu'on appelle une injonction bien précise.
Et je vais vous rappeler un autre cas. Oui. Le président Nago avait eu quelques difficultés lors de certains débats, parce que les deux secrétaires parlementaires s'entendaient pour s'absenter. Ce qui fait que, puisque le règlement intérieur dit qu'en l'absence des secrétaires parlementaires, on ne pouvait même pas démarrer la séance. Alors, la Cour a rendu une décision et a donné une injonction au président de l'Assemblée nationale de l'époque, l'honorable Mathieu Nago, pour dire: dès que vous venez en plénière, vous ne voyez pas les secrétaires parlementaires, vous désignez au sein de l'hémicycle des secrétaires parlementaires ad hoc, et puis vous continuez les travaux. Et ils se sont précipités pour venir. Ils sont oui, voilà, même pour le premier cas, la doyenne s'est précipitée de venir pour continuer les élections. Mais pourquoi maintenant, voilà, on ne peut pas se précipiter pour justement répondre à la Cour constitutionnelle? Puisque l'injonction de la Cour ne s'adresse pas à une personnalité, c'est pas à une autorité bien précise. Ça s'intéresse à l'institution. Bon, oui. Le président Ngbeji représente comme une institution. Ah non, c'est pas le président de la République, c'est le président Ngbeji ne représente pas l'Assemblée nationale. C'est pas le règlement intérieur. Il n'est pas le règlement intérieur de l'Assemblée. Lui-même, il est régi par ce même test. Hein, et comme je l'ai dit, il y a quand même pas discrétionnaire. On a vu avec Guy Mitokwe où il a décidé dans des tapis de pension. Oui, parce que le règlement intérieur lui dit qu'il peut suspendre à tout moment. Hein, le règlement intérieur dit qu'il peut suspendre à tout moment. Et par rapport à cet incident, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fini avec l'autre sujet. Oui, mais par rapport à l'incident de Guy Mitokwe, vous savez, une suspension n'est pas une sanction. Une suspension, c'est une mesure de police que le règlement intérieur a donné au président pour avoir la maîtrise. Parfois, parce qu'il y a des moments où on a l'impression que les choses lui échappent et que ça peut déraper à tout moment. Et donc, il dit, je suspends. Alors, suspendre veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez dans les coulisses pour faire les réglages nécessaires pour revenir. Hein, c'est pas il n'a pas censuré sa déclaration. Le maître Ngbeji a même dit que Guy Mitokwe lui a envoyé un SMS la veille. Oui, c'est ça pour lui dire qu'il va créer un incident le lendemain. C'était prémédité. Tout à fait. Non, pas prémédité. C'est ça que je vous dis. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses et que tout le monde ne peut pas être au courant. Mais le président, en fonction de toutes ces informations dont il est... Parce que vous savez, même s'il essaie, l'honorable Guy Mitokwe poursuivre, il a même expliqué en réponse aux vœux des députés, et ça c'était clair que ceux qui se sentaient visés allaient réagir dans la salle. Et le président ne peut pas, puisqu'il a accepté que Guy Mitokwe vienne faire sa déclaration, vous allez voir automatiquement des gens qui se sont indexés, qui viendront aussi à la tribune, et on était à la veille d'une cérémonie, enfin d'une formalité solennelle constitutionnelle, du passage du chef de l'État devant l'Assemblée nationale pour délivrer son message sur l'état de la nation. Et donc, on allait installer le Parlement dans une sorte de chien-lit à la veille de cet événement-là. Et donc, c'est au président d'apprécier s'il laisse le dérapage se poursuivre. Je ne dis pas que le député Mitokwe était dans un dérapage. Et puis, vous aurez constaté que même, déjà dans le premier paragraphe, il y a eu pratiquement 3 incidents avec le président de l'Assemblée nationale, qui dans un premier temps dit, monsieur député, enfin l'honorable, modérez vos propos. À un moment donné, il a même censuré un passage. Et une 3e fois, bon, enfin, il a dû dire, écoutez, suspends la séance. Suspendre la séance veut dire, bon, on va se retrouver. Et puis, c'est ce qui se passe, ça continue de se parler. C'est ça. Voilà. Oui, allez. Mais parlons même du choix, monsieur, donc disons de la désignation donc de ces représentants au sein donc, du Conseil des pays. Il paraît que c'est le bloc de la majorité parlementaire BMP et qui n'en veut plus sur demande du gouvernement. C'est ce qu'on a appelé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez l'information? Ah non, vous ne parlez pas d'information à ce moment-là. Si c'était une information, ça sera vérifié par tout le monde. Vous parlez peut-être de rumeurs ou de renseignements. Oui, des rumeurs plus étrangères. Je suis malheureusement pas spécialiste dans la matière. Moi, j'ai tout travaillé dans le domaine de l'information, c'est-à-dire que ce qu'on peut vérifier, surtout que nous sommes sur... Qu'on peut vérifier. Il y a quand même des membres des députés du bloc de la majorité parlementaire. Surtout que nous sommes sur une prestigieuse radio et que je vais me mettre à parler de renseignements ici ou de rumeurs. Voilà. Je ne suis pas sûr que les éditeurs pourraient nous suivre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le COS, depuis que la loi a institué le COS,
on ne l'a jamais installé dans les délais. Ouais. Parce que vous savez, les problèmes de désignation au niveau de l'Assemblée, c'est d'interminables tractations. Il faut un an pour le faire? Non, pas un an. On dit que ça doit être installé en juillet. Ouais. OK? Mais le problème, c'est que depuis le 4 août, vous voyez, le 4 avril, il y a eu un bouleversement. Hein? Parce que jusque-là, on considérait minorité, majorité, et pas la posture qui s'est dégagée lors du vote du président de l'Assemblée nationale en 2015. Même pour désigner les membres du COS. En 2016, on a dû recourir à ça parce qu'on n'avait pas d'indicateur pour désigner la minorité et la majorité au sein de l'hémicycle. Et donc, tout ce qu'on pourrait considérer, c'est 42, 41. Or, vous savez très bien que pendant la présidentielle, tout ça avait été un peu chamboulé. Hein, et néanmoins, les députés étaient d'accord pour qu'on considère, et c'est 42 qui désignent les 5 et 41 désignent 4. Alors, à partir du 4 avril, avec le rejet de la révision constitutionnelle, il s'est dégagé, enfin, il ne s'est même pas dégagé, on a senti quand même qu'il y a eu un bouleversement. Et il y a peut-être 23 ou enfin un peu moins, et 60 d'un côté. Et si les 60 étaient constitués en bloc de la majorité présidentielle, ce n'était pas évident pour leur vis-à-vis qui n'était pas... Même le bloc de la majorité présidentielle, ce n'est pas une structure du Parlement, c'est beaucoup plus une structure politique. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas s'adresser au bloc de la majorité présidentielle parce que ce n'est pas une structure statutaire de l'Assemblée nationale, ni du règlement intérieur. Et donc, minorité, c'est peut-être un groupe parlementaire constitué auquel on peut s'adresser pour dire, bon, vous... Et ils se sont précités pour désigner les 4 députés, 4 représentants, mais c'était juste pour amuser la galerie. Oui, et ce sont les groupes parlementaires qui sont les interlocuteurs du... C'est pas de la minorité. Oui, c'est ça. La minorité n'est pas une donnée statutaire du Parlement. La minorité, enfin, je veux dire le bloc. Je veux dire le bloc. Alors, et donc, comment vous appelez? Si on avait désigné en juillet, il y aurait des groupes parlementaires. Il y avait des groupes parlementaires, puisque les 24, ils étaient un peu dispersés dans plusieurs groupes parlementaires, dont les présidents sont membres du bloc de la majorité. Imaginez qu'on engage une désignation dans ces conditions, ce qui est sûr, les présidents du groupe parlementaire, qui sont presque tous membres du bloc de la majorité présidentielle, allaient faire les choux gras pour... Donc le président a donc il fallait laisser la minorité... Tout à fait. Il fallait laisser la minorité s'organiser et pouvoir avoir des représentants qui peuvent valablement procéder à cette désignation. Oui, souvent on parle du RAVIP, mais le RAVIP n'avait pas parlé, la loi sur le RAVIP n'avait pas parlé de minorité et de majorité. Justement, le président de Mbedji a récemment même dit que le COS-LEPI et le CNS RAVIP ont la même mission et la désignation des membres de l'Assemblée nationale dans le CNS RAVIP vient combler le vide au niveau donc, du COS-LEPI. Pourquoi alors avoir initié le RAVIP si cela joue la même mission que le COS-LEPI, Rémi Choubaré? Non, pas, enfin, puisque la désignation du COS, l'appréciation de la notion de minorité posait problème, et qu'entre-temps, il fallait désigner pour le RAVIP, qui, enfin, d'une manière ou d'une autre, marche sur les plates-bandes du COS. Et comme ce procédé est beaucoup plus simple, parce que là, on a dit configuration politique, c'est-à-dire qu'on considère les groupes parlementaires et puis on fait les désignations. Alors, c'est ce qui a été fait. Si vous prenez aujourd'hui... les membres de l'Assemblée nationale qui siègent au niveau du RAVIP, vous verrez que la configuration minorité-majorité n'est pas respectée. C'est ça. Mais si on le rapportait, mais au niveau du COS, c'est précis qu'il faut considérer la minorité et la majorité. Et justement, ils étaient là lorsque, en septembre, quelqu'un a saisi la Cour pour trancher. Parce qu'il estimait que oui, ça tardait. Depuis août, on attendait l'installation, ça ne venait pas. Donc en septembre, un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, enfin, presque un désistement de l'Assemblée nationale. Tant que la Cour ne règle pas. Mais qu'est-ce qui est passé? Pendant 3 mois, silence radio au niveau de la Cour. Elle est en train de faire, comment on appelle-t-on, 16 investigations. Voilà. Ça dit que la Cour elle-même respecte ses tests à elle, mais on demande à l'Assemblée de mettre en parenthèse son règlement intérieur pour procéder
enfin, je ne sais pas, des désignations à la va-vite. Ah, mais la Cour n'a pas un délai en tant que tel par rapport à certaines situations. C'est ça que je dis. La Cour a pris septembre, octobre, novembre, décembre, avant de constater qu'il est urgent d'installer le COS avant la fin de l'année. Hein? La Cour prend presque 3 mois. Hein? Pour un mandat qui devait durer 6 mois, la Cour prend 3-4 mois pour statuer et constate que il faut le faire en 2 ou 3 jours, il faut que l'Assemblée se dépêche. Et par rapport à ça, il n'y a même pas de problème. Mais si l'injonction était claire, on dit, président de l'Assemblée nationale, faites tout ce que vous voulez, oubliez les règlements intérieurs, dans 48 heures, envoyez-moi la liste. Hein? Je ne sais pas, hein, je fais peut-être de la fiction. Mais si c'était une injonction de ce genre et que le président ne s'exécutait pas, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on pourrait faire le débat. Maintenant, l'injonction s'est adressée, comme je vous l'ai dit tantôt, à l'institution qui a sa méthode de travail et le président, membre sur 83, ne peut pas lui seul décider de passer outre et d'envoyer des noms au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a quand même ce communiqué tardif du secrétariat général de l'Assemblée nationale au sujet bien sûr de la décision de la Cour constitutionnelle qui dit que dès que le rapport de la commission des lois sera déposé, il sera donc inscrit à l'ordre du jour de la plénière après l'avis de la conférence des présidents. Cela pourra prendre des jours dès que non, c'est pas un communiqué tardif. Le secrétaire est venu seulement signer. Non, le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale ne répondait pas à la Cour constitutionnelle. C'est un besoin d'information de la population parce que depuis le 20 ou depuis le 15 qu'on a déposé justement cette décision au niveau de l'Assemblée nationale et c'est presque 1 mois après. Oui, c'est ça que je veux dire. Le secrétaire général administratif du Parlement ne s'adresse pas à la Cour constitutionnelle. Hein? C'est un besoin de... comment on appelle-t-on? C'est un communiqué de presse, à l'endroit de la presse, c'est pour vulgariser et essayer d'expliquer un certain nombre de choses à l'opinion publique. Hein? Donc on ne peut pas parler de tardif parce que c'est justement aujourd'hui ce débat-là prend de l'ampleur et il fallait quand même que les techniciens se prononcent. Et puis on a beaucoup entendu les politiciens. Hein? Selon qu'on est membre du bloc ou de la minorité, chacun tirait le drap de son côté. Mais le secrétariat général administratif n'est pas au service du bloc de la majorité présidentielle. Vous n'avez pas répondu justement à la question du bloc de la majorité parlementaire qui ne veut plus justement donc... je vous ai dit, vous allez inviter un membre du bloc ici, il va vous expliquer. Moi, je ne participe pas à leur réunion. Les implications politiques, ce n'est pas mon job. Moi, mon rôle, c'est de faire l'image du Parlement. Pas même du président de l'Assemblée nationale seul, du Parlement en général. Donc moi, mes employés, c'est aussi bien les députés de la minorité que de la majorité. Donc ce sont mes patrons. Je ne peux pas venir ici prendre position pour le bloc ou pour le bloc de la minorité ou pour le bloc de la majorité. Votre nomination, vous êtes fier de l'image que présente aujourd'hui l'Assemblée nationale, vous, en tant que conseil technique à la communication du président de l'Assemblée nationale? Ce sont les Béninois qui doivent avoir des états d'âme. Vous-même, dans votre effort intérieur. Non, écoutez, si vous ne m'avez pas invité en tant que Arimi Choubadi, moi-même, vous m'avez invité S-qualité. Donc je ne peux pas venir commencer par donner mes états d'âme. Hein? Enfin, c'est aux Béninois d'apprécier leur Parlement. Il y a les étudiants qui vont appeler au-delà de 10h05 pour voir un peu comment ça se passe. Non, il n'y a pas de problème. Ce sont les étudiants qui vont me transformer en politique. C'est pas possible. Moi, je suis un technicien au service de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, Maître Adrien Ngbeji a donc été assigné en justice, ça tout le monde le sait, par un citoyen pour n'avoir entrepris aucune diligence pour faire exécuter la décision de la Cour constitutionnelle. Alors, que pensez-vous donc de cette action du citoyen Tchabisika Abdelkamar Ouassangari? Voilà, je ne dirais pas que c'est une mauvaise ou une bonne action, mais ça va permettre de faire évoluer le débat. C'est un citoyen qui a pensé qu'il avait le droit de faire ce qu'il fait. Donc, il s'est adressé à un juge qui va donner certainement sa réponse d'ici quelques jours. Donc, je ne vais pas anticiper sur ce que dira le juge. Oui, c'est vrai, j'ai entendu le président Ngbeji parler de cet état d'âme personnel, dit que oui, ça, il n'est pas... Non, il dit qu'il n'est pas insensible à ça. Hein, vous savez qu'on a eu le parcours qu'il a eu, comment vous appelez, 15 ans d'exil,
condamné à mort 2 ou 3 fois par le régime. Et puis il avait, heureusement, malheureusement pour lui, il a eu à s'exiler, il a connu le monde des affaires à travers son cabinet et c'était pratiquement l'un des cabinets d'affaires les plus prospères en Afrique. Et en 90, il abandonne tout ça pour rentrer au pays. Et depuis, il se consacre entièrement. Et donc, les combats pour la démocratie, il connaît. Alors, donc, si un jeune vient aussi à commettre des actes de ce genre, moi je dis, il s'est adressé. Enfin, on ne peut pas reprocher à un citoyen de se plaindre à une juridiction pour espérer faire évoluer une situation. Je suppose que les motivations, je ne sais pas s'il y a d'autres motivations en dessous. C'est possible que, en creusant, on trouve d'autres choses, mais quand on prend au premier degré cette association, c'est peut-être un citoyen soucieux que les choses puissent aller mieux dans le pays et qui s'est adressé à la juridiction. Donc, c'est pas si mauvais en soi. Mais comme je vous l'ai dit, faire à Mbedji le procès de celui qui veut... c'est pas... Il a souffert lui-même des abus, il a souffert de la dictature. Maintenant qu'on dise que ce soit lui qui veut saboter la démocratie, voilà. Et comme il est dit, les actes qu'il pose, ce sont les actes qu'il pose en tant que député, membre d'une Assemblée nationale qui compte 83 autres députés. Oui, il est le président, oui, on veut lui faire porter le chapeau. Vous savez, moi je ne ferai pas la réputation je ne me permettrai pas de dire que je vais venir ici faire la réputation de Mbedji. C'est connu. Je peux dire que c'est lui qui est en train de faire moi ma réputation. Il faut côtoyer l'homme tous les jours. En m'amenant à côté de lui. Je crois que c'est moi qui ai beaucoup plus besoin de lui que de moi. C'est vrai, j'ai ma petite contribution dans l'amélioration de l'image de l'Assemblée nationale. Et si vous écoutez, puisque la plupart des chefs d'État, la plupart des personnalités de ce rang pensent que, est-ce qu'ils vous écoutent si le président Mbedji m'a appelé à côté de lui, c'est parce que justement il veut m'écouter. Je suis son conseiller technique à la communication. Et je peux dire même que j'occupais ce rôle-là avant qu'il ne soit président de l'Assemblée nationale auprès de lui. Donc, naturellement, je m'étais retrouvé dans son entourage quand il a été élu parce que j'y étais... c'est vrai qu'on dit on a vous situé sur ce plan politique. Non, justement, moi je ne suis pas un homme politique. Je suis un technicien de la communication. On vous sait très proche également du président. Tout à fait, et même de Léali Soglou. On n'a pas compris comment... Je le revendique, et même de Charles Tokor. Oui, je le revendique. Oui, si un homme politique... Centriste. Je ne suis pas venu pour faire la publicité de mon cabinet. Et si un homme politique a besoin de mes services, et voilà. Ou, enfin, à plus forte raison, un ami qui vient, qui dit, écoute, j'ai un défi communicationnel, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Et vous savez, c'est des relations de confiance. Le président Mbedji connaît très bien mes relations avec les Soglou, et pourtant, il m'a appelé dans son cabinet. Parce que nous avons des relations de confiance assez soutenues. Donc, voilà. Donc, vous voyez, vous venez de me déblayer le terrain. Donc les auditeurs qui nous écoutent savent très bien que je ne suis pas dans un rôle de griot, mais que je suis dans un rôle technique et que ce que je dis ici a quand même une caution moins partisane. Voilà. Donc je vous remercie. Oui. Merci. Alors vous êtes donc du même avis que Maître Alain Orola qui pense que l'assignation est hypothétique et aléatoire et risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Autrement dit, elle a peu de chances donc de prospérer, cette assignation donc de Ouassangari. Il y a quand même le juriste Prince Serge Abodjan qui pense plutôt que la plainte formulée par le citoyen Ouassangari Camara serait la preuve du recul de notre état de droit en marche depuis 27 ans. Oui, je crois que sur le plan purement du droit, le débat se fera devant le tribunal. Oronla a eu son appréciation en tant que praticien du droit. Ce que vous avez rappelé de mon ami Serge Prince Abodjan, c'est beaucoup plus une contribution au débat politique. Et donc chacun dans son rôle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va faire évoluer le droit. Si les prétentions du plaignant ne prospèrent pas, je crois que ça ferme le rideau
plus personne n'oserait aller faire ce genre de procédure la prochaine fois. Bon, par contre, si le juge trouve un intérêt à poursuivre le débat, bon, enfin, on verra bien, on ne va pas mâcher le sujet avant que le débat n'ait proprement lieu. C'est une citation à comparaître. Hein. N'oubliez pas, même si Maître Ron dit ce qu'il dit, et n'oubliez pas que la citation, quand même, la citation est endossée par certains des avocats, des collègues. Oui, tout à fait. Des collègues 100 millions par jour. Oui, non, je dis endossée par des avocats. Oui, tout à fait. Qui sont des collègues à Maître Ron là, qui sont peut-être pas de son avis. Et donc, c'est le débat devant la juridiction qui nous permettra de trancher. Est-ce que Maître Humbéji va se présenter au tribunal? Non, nous sommes dans la citation directe. Oui. C'est un délit mineur, hein, c'est pas un crime, c'est pas... Oui, donc... et puis, vous savez, le président, il est dans ses fonctions, il est couvert par une immunité. Et donc, il va pas... Il y a justement ce problème, l'immunité parlementaire. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des représentants, un collègue si éventuellement on devait aller au fond. Parce que pour le moment, le juge ne s'est pas encore déclaré compétent. Il faudrait d'abord que le juge se déclare compétent, commence par instruire l'affaire. C'est pas évident que c'est le premier jour qu'on va commencer en même temps par rentrer dans le fond. Hein, c'est une citation directe, c'est-à-dire c'est des prétentions. Ce sont des prétentions d'un citoyen. Il va se mettre en vedette, peut-être. D'un citoyen contre un autre citoyen, se mettre en vedette. Je ne connais pas son agenda. Moi, je ne connais pas son agenda. Ce que je dis, c'est que c'est une prétention, ce sont des prétentions d'un citoyen contre un autre citoyen, c'est-à-dire c'est la parole du plaignant contre la parole de l'accusé, ce n'est pas l'État qui poursuit. Donc, ils viendront chacun de son côté avec les moyens dont ils disposent pour que le débat se fasse. C'est ce qui nous arrive souvent dans les délits de presse. Les citations, on connaît au moins ça dans notre milieu. Et donc, le président de l'Assemblée nationale n'a pas besoin de se déplacer pour ça. Hein? Donc, le débat... On a vu le président qui s'est énervé, qui a parlé de Kidam par rapport à ça. Il s'est énervé. On a vu, peut-être qu'il ne s'y attendait pas du tout. Donc, il était en voyage, il était en Europe quand il y a eu l'information. Oui, c'est la gestion de l'information. Peut-être, si vous connaissez très bien le président Soglo, excusez-moi, si vous connaissez très bien le président Mbodji, vous saurez que c'est pas quelqu'un qui pique des colères mémorables, comme vous le dites. Hein? Mais comme il était au pays, il avait fait juste 2 ou 3 jours d'absence avant son retour, et même quand il était là-bas, il a été assiégé par beaucoup de voilà, donc et un procès avec le buzz que cela a suscité. Vous avez dit tout à l'heure que est-ce qu'on voulait faire de la publicité autour avec le buzz, parce qu'on n'avait pas compris comment une citation à comparaître qui devait être classée dans les dossiers d'instruction d'un juge s'est retrouvée sur la place publique avec tout le tapage qu'on a connu et tout. Oui, c'est vrai, c'était un être humain comme tout autre. Mais il n'a pas piqué de couleur. Vous pouvez écouter les bandes. Il a évoqué le cas, entre autres cas. Comme il a parlé du cause, comme il a parlé de l'incident avec Guy Mitokpe, sur le même ton, du rôle du Péchois. Donc, on ne peut pas, a priori, dire oui. En tout cas, moi, je l'ai rarement vu en colère. Je ne sais pas, et ça m'étonnerait que ce soit en plénière, à cette place-là, que le président de l'Assemblée nationale pique une colère. Vous avez vu, il y a eu les petites phrases dont vous avez parlé tout à l'heure, dans les propos du vice-président, donc... qui lui peut-être ne voulait pas aller dans les détails, bien lui il a décidé de faire le débat. D'aller dans les détails. Et comme je le dis, à l'Assemblée nationale, contrairement à ce qui se passe en plénière, les gens se parlent beaucoup. Au moins, c'est une garantie que, pour que les choses puissent vraiment chavirer, il faut plus que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, avant un vote, après un vote, voilà, tous les camps, ça se consulte, ça se parle, et on ne peut pas demander à la majorité de mettre en parenthèse ses prétentions juste pour préserver les états d'âme de la minorité. Oui, c'est comme ça, c'est ce que vous appelez dictature de la majorité, etc. Néanmoins, l'expression de la minorité, ça se fait tous les jours. Lors des débats. Et on ne peut pas dire que les minoritaires
n'arrivent pas à exprimer leur point de vue. C'est pas possible. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission Cadre sur Table, l'émission sociopolitique des médias du groupe de presse Le Matin. Vous êtes sur Océan FM émettant de Cotonou. Vous êtes également sur Urban FM en synchronisation depuis Paracou et également sur Océan Télévision, la télévision web du groupe de presse Le Matinal. Alors, monsieur Harim Chouari, parlons maintenant du contrôle de l'action gouvernementale en 2017 par l'Assemblée nationale. Ce sont donc des chiffres qui ne sont pas franchement très fameux. On note 16 questions d'actualité posées au gouvernement, dont 9 ont été examinées. 60 questions orales avec débat ont été posées, 18 seulement ont été examinées. Pire, c'est qu'il y a eu 14 questions écrites qui ont été adressées au gouvernement et aucune réponse n'a été enregistrée. Ce n'est pas Maître Hongbeji, ça. C'est pas possible. Oui, personne n'est fier de ça. Le président de l'Assemblée nationale lui-même, chaque fois dans ses rapports d'activité, revient l'inlassablement sur ça. Mais il y a, si vous voulez, il y a une conciliation à faire. C'est-à-dire que si vous êtes un Parlement, vous voulez, comment on appelle-t-on, accompagner le gouvernement comme ça se fait, qu'il y a beaucoup de réformes à faire, avec beaucoup de chantiers législatifs, et dans le même temps, vous préoccuper du contrôle de l'action gouvernementale, c'est la conciliation de ces deux défis qui posent peut-être un problème. Il est arrivé plusieurs fois que des résolutions soient prises de façon, comme vous le dites là, par le président de l'Assemblée nationale qui du haut de la table dit bon, moi je veux consacrer tous les jeudis aux questions au gouvernement. Et il se trouve que en même temps, un président de commission se lève pour dire monsieur le président, moi ma commission a prévu faire des travaux ce jeudi-là, et un autre se lève pour dire par rapport à telle loi, nous devons aller en séminaire et puis nous ne serons pas à Cotonou, et par rapport à ceci. Donc voilà, mais c'est pas une volonté délibérée de ne plus faire passer les questions au gouvernement. Mais le fait est là que oui, c'est vrai, tout le monde est conscient de la faiblesse du contrôle de l'action du gouvernement en la matière, mais il se trouve que le gouvernement a la majorité au Parlement et cette majorité a décidé de l'accompagner dans ces chantiers législatifs et c'est un gouvernement qui a été élu sur la base des réformes. Hein? C'est pas une justification, c'est pas une manière de mettre, enfin, en parenthèse, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de ne faire que ça. Mais il y a des réalités qui sont là. Hein, moi, vous avez suivi plusieurs fois le débat en plénière où le président dit, mais écoutez, ce jeudi, je convoque tout le monde, enfin le gouvernement pour des séances. Et vous avez dans la salle en même temps des agendas qui sont sortis et qui montraient qu'on ne pouvait pas tout arrêter. Imaginez que les députés ils vont en séminaire sur une loi à grand propos le mercredi, ils doivent rentrer le vendredi, on doit leur rappeler tout ça à Cotonou le jeudi, juste pour une séance de questions au gouvernement. Ah oui, l'exercice paraît presque impossible. Et donc, de jeudi en jeudi, on a connu ces gens de flop qui ont fait que, oui, le contrôle de l'action gouvernementale... Mais il faut changer quand même les choses. Oui, comme cette année 2018. Oui, comme je l'ai dit... Surtout que le président du bloc de la majorité présidentielle, on pouvait s'entendre avec le gouvernement. C'est vrai. Ils sont 60, ils peuvent quand même décider. C'est ça le problème qui soutient les actions. L'appartenance au bloc n'est pas un problème de gouvernance au Parlement. Comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas être président de l'Assemblée nationale si une majorité ne vous a pas élu. C'est pas possible. Rien que ça. Entre-temps, ça peut changer, vous pouvez perdre la majorité ou pas. Mais à un moment T, vous êtes naturellement avec la majorité présidentielle. Donc, la majorité, pas avec la majorité parlementaire. Mais cela ne devrait pas. Hein, c'est pas pour la première fois que Mouli fait cet exercice-là. Ça lui fait la 13e fois qu'il est au Pêchoir. Et donc, il connaît très bien le fonctionnement, les mécanismes et tout. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une sollicitation particulière assez soutenue au cours de cette législature par rapport au gouvernement en place qui a son programme. Le gouvernement plébiscité, le président de la République qui a dit que lui, il vient pour les réformes. Et pour les réformes, ça fait des chantiers législatifs. Et pour ça, il faut une disponibilité permanente du Parlement. Hein? Alors, comment concilier tout ça? Je crois que, bon, enfin, c'est un défi sur lequel tout le monde réfléchit.
le bureau de l'Assemblée nationale, vous avez vu, le vice-président est revenu là-dessus parce que lui, je ne disais pas dans une autre ville, mais dans une autre législature, c'était distingué par sa propension à poser beaucoup de questions. Et oui, voilà, il y a beaucoup dans l'opinion qui te demandent, mais où est-ce que les questions sont là, mais la disponibilité pour les évoquer, oui, c'est ça, il faut trouver les arrangements nécessaires, les réglages nécessaires pour que ces questions soient... à moins que, je ne sais pas si dans la réforme du règlement intérieur, on inscrive que le jeudi est statutairement réservé aux questions. Peut-être qu'en ce moment-là, de peur de violer le règlement intérieur, les députés se conformeraient à ça, quand bien même ils seraient dans un exercice ou bien dans des activités à cette époque-là. Mais pour le moment, je vous dis, c'est un certain dosage qu'il faut trouver pour régler. C'est une faiblesse de cette législature, ça c'est évident, personne ne peut le nier. Mais comme je le dis, ce n'est pas délibéré. C'est vrai qu'au début en début du mandat du chef de l'État, il y avait beaucoup de ministres qui trouvaient le prétexte de dire que généralement ce sont des questions qui dataient de l'ancien régime et que, et depuis qu'ils sont venus, ils n'ont pas encore eu le temps de se familiariser avec les dossiers pour pouvoir répondre avec précision à certaines questions. Mais aujourd'hui, ils sont là depuis bientôt 2 ans. Oui, donc on peut maintenant trouver un mécanisme pour que cette faiblesse-là soit corrigée. Tout à fait, ça va. Alors, lorsque le corps de la santé se met en grève, ce sont des vies humaines qui sont en danger. Eh bien, propos du président de l'Assemblée nationale au lendemain du vote de la loi sur le retrait du droit de grève des agents de la santé et de la justice, cela suscite beaucoup de remous actuellement, vous le savez mieux que moi, Rémi Chobali. Votre point de vue sur le sujet? Non, ce n'est pas la déclaration du président de l'Assemblée nationale qui suscite, c'est la suppression. La suppression du droit de grève. Non, c'est pas cette déclaration qui suscite, c'est la suppression. Oui, la suppression du droit de grève, c'est une décision politique. Et je crois que les politiques viendront à votre micro ou déjà l'ont déjà fait. Ils vont vous expliquer de long en large, pourquoi ils en sont arrivés là. Moi, je peux pas vous donner mon avis personnel. Et là, en tant que citoyen. Non, vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale s'est livré à cet exercice, j'ai vu que c'était pas assez facile pour lui-même. Parce qu'il a dit que pour supprimer la grève aux magistrats, c'était, avec un pincement au cœur. Oui, tout à fait. Il a dit, avec un pincement au cœur. Moi, je ne suis pas, j'ai pas participé au débat parlementaire sur le sujet. C'est l'honorable Louis Vlavoli qui revendique avoir introduit cet amendement. Que sa majorité, ses collègues de la majorité ont suivi. Et voilà, je ne me vois pas plonger dans ce débat-là. C'est pas possible, puisque il y a des motivations politiques, forcément. Et je vous ai dit que tout ce qui est politique par rapport à l'Assemblée nationale, moi, je ne peux pas donner mon avis. Vous comprenez? Pas que je fasse la langue de bois, je fasse dans la langue de bois, mais je ne peux pas me mettre, moi, à dire que c'est la minorité qui a raison ou que c'est la majorité qui a raison. Moi, je suis au service du Parlement. Et donc, les débats internes, les débats politiques, c'est du domaine réservé, si vous voulez, des députés. C'est le seul politique de l'institution. D'abord, l'institution, c'est leur institution. Nous ne sommes que du personnel d'appui. Et donc, on ne va pas... c'est comme si, dans un match de foot, on demande aux supporters de prendre les maillots et de monter sur le terrain. Vous voyez un peu la pagaille. Et donc voilà, je laisse ce débat sur les motivations ou les mobiles politiques de cette suppression, puis ce sont des décisions politiques. Ce sont des décisions politiques. Personne n'est d'accord qu'aujourd'hui, il y a ce branle-bas dans le pays, où on a l'impression que ça y est, c'est la grève générale, la paralysie totale du pays, etc. Je ne crois pas que quelqu'un gagnerait quelque chose. C'est vrai qu'on a vu les confédérations et centrales syndicales vendredi dernier sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Alors, vous, quelle issue entrevoyez-vous pour cette crise? J'espère que les politiques et les institutions du pays trouveront la formule qu'il faut pour que le calme revienne. Pour le moment, on ne peut pas désespérer de nos institutions. On va trouver peut-être la formule qui puisse... On peut pas... autant que nous sommes, on ne peut pas laisser la situation pourrir. C'est pas possible. Oui, les magistrats ne sont pas tout à fait. Les centrales syndicales en général sont sur le pied de guerre.
les députés ont émis déjà le vote. Hein. Voilà, on attend peut-être l'arbitrage de la Cour, etc. On espère que, au détour de tout ça, on puisse trouver la formule qui puisse ramener le calme pour le bien de tout le monde. Une grève généralisée, le pays paralysé, c'est pas bon signe quand même pour un pouvoir qui vient de faire 2 ans à peine au départ. Je ne suis malheureusement pas le pouvoir. Hein, vous êtes proche du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale. Proche du pouvoir. C'est vrai que vous n'êtes pas, mais... Oui, vous avez manqué de dire que je suis proche du président Soglo, qui n'est pas du pouvoir. Voilà, donc... Non, je vous dis, pour le débat politique, on espère que, voilà... Nous sommes quand même au Bénin où les gens ont de la facilité à se retrouver, à parler, même si ce n'est pas sur la place publique. Je suis sûr que ça parle beaucoup. Hein, il y aura certainement d'ici là une formule qui va nous permettre de ne pas connaître le clash, comme on dit. Le président, c'est vrai que le PRD a désormais 2 ministres dans le gouvernement du président Talon, Jean-Claude Oussou et Joseph Arissou. On a encore l'impression que ces 2 ministres qui sont dans le gouvernement du président Talon, ça fait que, bon, on a du mal à parler au niveau du PRD, le président Ngbeji surtout, parce que, bon, ces éléments sont là-bas. Non, mais je ne sais pas si je vais vous faire l'histoire du président Ngbeji. Si vous connaissez l'homme, vous n'allez pas. On a comme le président de l'homme en train de changer. Non, je ne crois pas qu'il a fait toute sa carrière là pour placer 2 ministres au gouvernement. C'est pas possible. On ne me dira pas que oui, ça y est, avec les 2 ministres au gouvernement, sa carrière politique est enfin accomplie et que bon, ça lui suffit largement pour mettre sous le paillasson toutes ses convictions. C'est pas possible. Hein. Oui, c'est un fait que le PRD, après son soutien depuis 2 ans au gouvernement, a fait enfin son entrée dans l'exécutif. Oui, cela va de soi, mais dit que bon, parce qu'il y a 2 ministres, bon, on a supprimé. Non, on ne voudrait pas lier la suppression de la grève comment appelle-t-on, à la présence de 2 ministres au gouvernement. Et le PRD dont vous parlez, oui, c'est 10 ou 11 voix sur 83. Hein? Même au sein de la bloc majoritaire, ça ne fait même pas. Pour avoir une voix, il faut 42. Il ne faut même pas la moitié de ces 42. Et donc, ce n'est pas la volonté du PRD, encore moins de son seul président, qui fait qu'aujourd'hui, il y a la grève générale. S'il y a la grève générale, c'est parce que les rapports de force politique ont créé une situation qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette situation de tension entre les travailleurs et le gouvernement. Mais moi, je ne sais pas, peut-être que vous avez votre grille de lecture, mais moi, je ne me retrouve pas dans cet exercice-là. Mais comme je l'ai dit, peut-être que la situation est déjà trouvée, je ne sais pas. Et que on attend sa formalisation pour décrisper l'atmosphère. C'est ça. Alors, il est très exactement 10 heures dans les studios de OCFM, mesdames et messieurs, 10 heures 1 minute, pour être plus précis. Nous allons donc, dans quelques 4 minutes, ouvrir l'antenne aux auditeurs pour vous poser quelques questions. Et nous allons revenir rapidement, avant d'ouvrir l'antenne, sur le système de la réforme du système partisan. Le chef de l'État, pas le chef d'État, mais le président Ngbeji est revenu également là-dessus. Chaque fois, quand il intervient, on a encore l'impression qu'il met l'accent beaucoup plus sur la réforme du système partisan, mais apparemment ça n'évolue pas, c'est comme une tortue. Qu'est-ce qui bloque concrètement la chose? Oui, dans un premier temps, il y a eu l'initiative parlementaire, oui. Puis après, cette initiative a été interrompue par l'introduction du projet de révision de la Constitution qui a pris en compte cette partie-là, et puis depuis le 4 avril, le système s'est arrêté, oui. Le processus s'est arrêté, puis après il y a eu... mais je crois que maintenant, dans quelques jours, il y aura le séminaire en prélude au vote de la loi. Oui. Il y aura le séminaire dans quelques jours, je crois, dans une semaine, il y aura le séminaire sur la réforme du système partisan. Maintenant, on est dans le débat. Ouais. Les différents projets vont être mis sur la table. Il y aura la discussion entre les députés, de tout bloc confondu. Vous savez, les séminaires, c'est pour un peu faire évoluer les débats parce que la procédure parlementaire est assez solennelle, oui. Surtout en plénière.
Et donc, il faut, lors du séminaire, vous avez la possibilité de faire participer la société civile et d'autres compétences, d'autres expertises pour pouvoir faire évoluer le débat. Donc, à l'issue de ce séminaire, j'espère qu'à l'issue de ce séminaire, on peut être fixé sur une proposition de loi ou un projet, j'en sais rien. C'est la loi sur la charte des partis politiques aussi également qui est... Oui, tout à fait. Et donc, la réforme, pour ce que chacun pense de la réforme, oui, chacun va mettre son idée sur la table et ça va permettre de sortir le document qui sera soumis à l'appréciation du Parlement. Oui, espérons, je ne veux pas donner de date, mais voilà, dans quelques semaines, j'espère, on aura peut-être cette réforme qui est fondamentale, qui va permettre de revoir une nouvelle génération de partis politiques. Hein, on va certainement finir avec ce qui se passait auparavant pour enfin rentrer dans cette réforme. Mais les gens continuent juste de créer des partis politiques, hein, les mouvements des partis politiques toujours. Non, on ne va pas empêcher les gens de créer des partis politiques. Mais ça, c'est de se regrouper. Tout à fait. Non, pas se regrouper. C'est-à-dire, la loi va déterminer les critères d'éligibilité au financement public. Hein, vous pouvez créer votre parti et ne pas bénéficier de ce financement. De l'opposition. De ce financement, il y aura peut-être un petit groupe, un petit noyau, 2 ou 3 partis qui vont bénéficier de ce financement. Les autres peuvent assister tant que ces militants ou leurs militants veulent les faire fonctionner. Un chef de parti d'opposition qui sera rémunéré, véhiculé, un peu comme dans certains pays. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si on a même cette versatilité de la classe politique aujourd'hui, c'est entre autres parce que personne ne connaît l'origine de l'argent qui est utilisé, personne ne sait comment fonctionnent les partis, et puis après, on s'étonne de certaines décisions, de certains comportements. Bon, peut-être que cette réforme viendra corriger quelque peu ces déviances que nous observons aujourd'hui au sein de la classe politique. J'ai pas la prétention donc Non, c'est une réforme que j'ai portée personnellement pendant des années. Et donc, pour moi, c'est... Vous êtes à l'aise tout à fait. Peut-être que ça va être... même si au début ça ne marche pas comme... On connaît très bien les Béninois, on finira par perfectionner le système et améliorer le système au fur et à mesure. Et donc moi j'ai bon espoir que déjà le début nous permettra de déblayer le terrain pour évoluer. C'est ça. J'ai suivi avec beaucoup d'attention je ne dis pas nos auditeurs. Et, oui, pour la plupart, j'ai pas noté beaucoup de questions. Ça veut dire que, moi ça me conforte dans ma position, ça veut dire que le message est passé. Alors, donc pour les questions, je vais commencer par le dernier. Beaucoup de contributions également. Le dernier qui parle de sanctions, oui, le président a été clair, il n'a pas sanctionné l'honorable Guy Mitokwe. Comme j'ai commencé par dire que la suspension n'est pas une sanction. La suspension, c'est un peu pour éviter que ça parte dans tous les sens et se retrouver pour trouver la meilleure formule pour que ce qui vient être dit soit dit, mais dans les formes pour ne pas heurter les susceptibilités. C'était dans un souci peut-être de conciliation. Le président est revenu là-dessus, puisqu'il y a eu avant le message, avant l'incident, il y a eu des échanges, et puis bon, et depuis lors, ça suit. Il y a eu d'autres échanges autour du même sujet. Donc, vous avez vu la déclaration de constitution du dernier groupe parlementaire qui est un groupe composé des minoritaires qui a eu à dénoncer beaucoup de choses sans qu'il ne soit suspendu ou censuré, etc. Donc ce n'est pas une logique où on va sanctionner quelqu'un, où on va... oui, et je vais revenir sur ce que notre ami Mathieu Kolono sur la communication autour de l'Assemblée nationale. Au fait, la communication de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la communication comme dans un ministère ou peut-être au palais. Ici, c'est une communication autour des 83 députés. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas communiquer pour le bloc de la majorité contre le bloc de la minorité. Et donc, vous êtes là pour tout le monde. Voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est par exemple sur Radio Hémicycle, c'est l'expression de tous les députés. Donc, et quand on dit oui, il y a laissé aller, on voit sur... Non, on ne peut pas empêcher les gens de publier des informations sur les réseaux sociaux.
C'est pas notre rôle. Mais il faut trouver la formule. Que des numéros comme des DVD se retrouvent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais il faut trouver la formule pour que l'institution puisse garder une image acceptable auprès de l'opinion sans que. Parce que nous ne gagnons rien à dégrader l'image de notre Parlement. Oui, aujourd'hui, le Parlement a fait un vote qui ne plaît pas aux travailleurs. Oui, comme je l'ai dit, une formule sera trouvée. Ça, c'est clair. Personne ne peut laisser ce pays-là bloqué pendant et on ne gagnerait rien à s'affronter. Hein? Il ne s'agit pas de dire non, monsieur, les travailleurs, vous faites la grève, on va vous envoyer les chars d'assaut pour vous écraser. C'est pas possible. Hein? On trouvera la formule pour que nous puissions tous rester sur ce territoire en respectant nos lois sans que nous soyons obligés de nous affronter les uns les autres. Et bon, enfin. Et puis, oui, c'est ce que j'ai noté chez les premiers intervenants, Barnabé, Agbepono et puis Tossou Jean, c'est ce sentiment d'acharnement contre le président de l'Assemblée nationale. Oui, ça dit, il y a une décision qui a été prise, hein, une décision politique qui a été prise par l'Assemblée nationale, et quand le vote a lieu, cela engage tous les députés, y compris ceux qui ont voté contre. Donc on ne peut pas extraire le nom de quelqu'un pour dire oui, c'est le responsable, c'est le fautif, etc. Imaginez, oui, donc le ressentiment qu'il y a un acharnement sur la même personne, forcément ça. Et quand tout ça se traduit, vous voyez par exemple pour le blocage, la non-désignation des membres du COS, où un citoyen va assigner la personne du président de l'Assemblée nationale et on va déposer la citation de comparaître à son domicile, hein, son domicile privé. On a l'impression que c'est la personne qui est ciblée. Et si vous êtes à sa place, comme nous l'a dit l'État à l'étranger, on lui dit, écoutez, un huissier a amené un document à signer par les agents de sécurité qui sont là. Et on vous appelle à l'extérieur pour vous expliquer. Et que c'est dans le cadre de vos exercices que vous faites cette assignation personnelle. Vous voyez, il y a fatalement le sentiment personnel qui vient et qui parfois surnaille la responsabilité collective. Où on ne veut même pas savoir comment ça fonctionne un Parlement parce qu'on a voté une loi. Donc c'est le président de l'Assemblée qui est responsable. Et comme je l'ai dit, une fois la loi votée, ça devient la loi de tout le monde. Hein? Ça n'empêche pas que chacun puisse justifier sa position, ce qui se fait d'ailleurs depuis un certain temps par les différents protagonistes, à savoir les députés de chaque camp qui essaient de... Oui, j'ai même vu entendre les députés revendiquer l'amendement pour dire oui, moi je suis fier d'avoir apporté cet amendement pour que on supprime les grèves, etc. Mais tout le monde sait aussi que les grèves ont été très importantes dans le passé pour conquérir, pour venir à la démocratie. Et donc comment concilier tout ça, hein, le besoin du service public et le besoin de sauvegarder les libertés publiques, etc. Il faut trouver la formule. Hein. Et oui, la réflexion doit commencer. Il faut éviter aussi que le pays ne tombe dans la paralysie, hein, ce qui n'arrange d'ailleurs personne. On ne peut pas jeter tous les travailleurs béninois à la mer, hein, juste parce qu'on veut avoir la paix. Ce n'est pas possible. Hein. Il doit y avoir une formule qui va nous permettre à tous de rester, comme je l'ai dit, sur ce territoire et à vivre dans la convivialité. Hein. Je crois que moi j'ai beaucoup plus envie de rester sur ce terrain positif, hein, que de mettre de l'huile sur le feu, dire que oui, ça y est, la loi est votée, si quelqu'un ne respecte pas, on va lui passer la corde au cou. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Rémi Choubaré. Vous aurez quelques 30 secondes, disons une minute, pour votre mot de la fin. Oui, tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez peut-être une détail rapidement avant que je n'accueille dans ce studio et Chris Belmocho pour la synthèse de cette émission. Non, c'est très important pour les citoyens vous savez, aujourd'hui, on peut télécharger comment vous appelez, la Constitution du Bénin. Oui, c'est bon de télécharger WhatsApp, les vidéos, tout. Mais on peut télécharger la Constitution. Et de temps en temps, lorsque les discussions se posent, vous pouvez consulter votre téléphone et faire le débat qu'il faut. Hein, et éviter d'être manipulé tout le temps par tout ce qu'on voit. Vous savez, les deux camps, je suppose, sont de bonne foi. Hein, chacun veut défendre les acquis de la démocratie. Quand vous vous entendez les uns comme les autres. Hein. Mais maintenant, pour le citoyen qui n'est pas au cœur de l'action, il peut lui aussi avoir sa lecture éclairée des débats. Et même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous pouvez le télécharger en PDF sur vos portables
Et ça permet de faire évoluer. Même les débats sont ouverts, hein, le public n'est plus tout à fait. Ça permet de faire évoluer le débat et rester vigilant pour que nous ne basculons pas dans un sens comme dans un autre. Voilà. Chris Belmocho, bonjour. Bonjour, Hospice. Vous êtes là justement pour la synthèse, donc le résumé de cette émission. Très rapidement, vous avez le micro. En réponse aux différentes critiques émises, notamment celle du vice-président Éric Rouleté, le Conseil technique à la communication du président Adrien Hongweji stipule que le rapport d'activité du Parlement a été voté à l'unanimité. Et les propos de l'honorable ne sauraient heurter le bon déroulement des activités. La minorité parlementaire à présent, Arimon Choubadé, est restée sur sa position. Il affirme que dans une assemblée nationale, il y a toujours des hauts et des bas. Le président du Parlement béninois est accusé d'aborer une double casquette au perchoir. Son conseiller nous a laissé entendre ce matin que cette figure est presque normale, voire naturelle. C'est un homme politique et tous ses prédécesseurs ont assumé cette accusation. Restons toujours au Parlement avec l'injonction de la Cour constitutionnelle. L'invité nous explique que la Cour constitutionnelle n'a pas donné un délai d'injonction. Il est donc tout à fait normal que cette désignation suive les tests de fonctionnement qui régissent l'institution parlementaire. Assignation en justice de Maître Adrien Hongweji pour n'avoir pas entrepris une diligence dans la désignation instituée par la Cour constitutionnelle. Son représentant sur ce plateau pense que seul un juge pourra nous statuer sur cette injonction. Se présentera-t-il au tribunal? Son conseiller poursuit que seul le praticien du droit doit d'abord se déclarer compétent en la matière. Le président Adrien Hongweji peut se faire représenter. Il n'est pas tenu de se présenter, nous a-t-il confié. Ce sera tout pour ce matin. Merci Chris Belmocho pour cette synthèse qui sera beaucoup plus détaillée sur les réseaux sociaux dans les heures à venir, puisque c'est désormais pris comme rendez-vous. Oui. Merci beaucoup et très bon retour dans ce studio. Alors donc avant de vous laisser la parole, Arimé Choubaré, pour votre mot de la fin, un communiqué rapide qui vient de me parvenir ici en studio, notre confrère Willy Dumbo, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, Willy Dumbo, de la Côte d'Ivoire, sera l'invité de Prince Herbert ce dimanche à partir de 17h sur Radio Océan FM. C'est le présentateur vedette qui anime l'émission télévisée Mesdames et Messieurs, bonjour. Sur une chaîne de télévision donc ivoirienne. On prenait donc le rendez-vous sur la fréquence des défis tout à l'heure à partir de 17h avec mon éminent confrère Prince Herbert. Allez, Chouaré, 1 minute pour finir cette émission. Ça pour dire que voilà, pour aborder l'actualité parlementaire, il faut l'aborder. Enfin, je suis pas en train de donner des conseils à l'opinion, enfin. Mais il faut les apprécier en tenant compte des mécanismes de fonctionnement du Parlement. C'est la même des choses. Sinon, on va fatalement tomber dans le fantasme. Et ça ne permet pas de faire évoluer le débat. Donc, oui, je sais, je vais revenir sur la désignation du corps. Le Parlement n'a jamais refusé de le faire. Le processus est en cours. La Commission va certainement rendre son rapport d'ici quelques jours. Et puis, les désignations se feront. Pour la loi, là, c'est voté. Hein. Le sort de la loi ne dépend plus des députés. On ne peut plus leur demander de reprendre leur vote. La communication de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la communication du président de l'Assemblée nationale, c'est la communication autour de l'institution. Nous avons intérêt à ce que notre institution présente un meilleur visage, surtout que c'est un Parlement qui, dans la sous-région et même à l'international, apporte une contribution non négligeable au débat. Voilà, donc le reste des questions politiques, je suis sûr que les uns et les autres, ils ont leur position. Ce n'est pas le lieu de donner dans la polémique. Mais ce qui est sûr, pour les justifications politiques, le débat va continuer, comme vous avez dit, en allant jusqu'aux prochaines élections au moins, avec une accélération au fur et à mesure que les jours vont. Et c'est une activité que nous allons suivre de très près et en tirer à chaque fois les grands enseignements pour tout le monde. Nous sommes tous fils de ce pays. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà le mot de la fin du Conseil technique à la communication du président de l'Assemblée nationale béninoise. RFM, cette émission 4 sur table, monsieur Arimé Choubaré,
Merci d'avoir été là. On espère vous retrouver dans les prochains jours. Tout à fait. Pour détails. Tout à fait. Voilà. Dimanche prochain, nous recevrons le directeur de cabinet du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, M. Massimini Kodia. Il sera question donc du point partiel de la rentrée scolaire 2017-2018, de la gouvernance du ministre Capo Moignon avec ses réformes et également de la grève générale au niveau de l'administration béninoise. Soyez donc au rendez-vous dans ce même studio et à la même heure, 9h.